Lors des retrouvailles familiales, mon père a demandé, avec une confusion sincère, « Aziza, ma chérie, pourquoi es-tu venue en Uber? La voiture que je t'ai offerte pour ton anniversaire est-elle tombée en panne ?» Avant que je puisse répondre, mon mari a dit avec un sourire narquois, « Cette voiture appartient maintenant à ma mère. Elle en avait plus besoin. » Mon père est resté silencieux pendant un instant, et ce qu'il a fait ensuite m'a rempli d'une profonde fierté. Cet après-midi-là, la maison principale de la famille King était enveloppée d'une atmosphère chaleureuse mais imposante. La grande demeure, une merveille d'architecture moderne, bourdonnait des arômes de délicieuse cuisine soul food émanant du hall central et des rires des parents. C'étaient les retrouvailles familiales mensuelles, un événement que les parents attendaient toujours avec impatience. Dans la vaste allée de gravier, une flotte de voitures de luxe étrangères était garée dans un ordre parfait. Des dernières berlines européennes aux énormes SUV coûtant des centaines de milliers de dollars, elles brillaient toutes, reflétant les rayons du soleil filtrant à travers les nuages sombres qui avaient soudainement recouvert le ciel clair. À l'intérieur, oncle, tante et cousins profitaient d'un buffet servi par la meilleure entreprise de traiteurs de la ville. Cependant, au milieu de toute cette opulence, une chaise à la table d'honneur, juste à côté de Romello, était vide. Romello, assis confortablement dans sa chaise en teck sculpté, ne montrait aucun signe d'attente pour sa femme, qui n'était pas encore arrivée. Au contraire, il était complètement absorbé par la dégustation d'un steak wagyu dans son assiette. De temps en temps, il laissait échapper un grand rire à une blague de son cousin. Vêtu d'une chemise en soie de marque et d'une montre en or clinquante, il s'efforçait de s'intégrer à la famille de sa femme, une famille de magnats à part entière. Romello avait toujours l'impression qu'il devait prouver qu'il méritait d'être là, même si tout le monde dans cette pièce savait que son poste de direction dans l'entreprise était un cadeau de son beau-père, le président Ade King. Son attitude, excessivement confiante et quelque peu arrogante, mettait souvent certains parents mal à l'aise. Mais il se taisait par respect pour Monsieur King, connu pour sa patience et sa sagesse. À l'extérieur des hauts murs du domaine, un Uber bleu foncé s'est arrêté lentement. Une légère bruine commençait à tomber, humidifiant l'asphalte chaud. La porte de la voiture s'est ouverte et Aziza en est sortie. Elle était belle, mais semblait un peu dépassée. Le lecteur de carte du chauffeur ne fonctionnait pas, elle a donc dû fouiller dans son sac à main pour payer la course en espèces. Puis elle s'est précipitée, se couvrant la tête avec son sac à main, pour empêcher sa robe au ton pastel de se tremper. Il n'y avait pas de chauffeur personnel pour lui ouvrir la porte, ni de parapluie pour l'accueillir. Aziza a traversé la large cour en courant vers l'entrée principale, dépassant les voitures de luxe de sa famille. Lorsqu'elle a atteint l'imposante porte d'entrée, elle était légèrement essoufflée. Elle a remis ses vêtements en place, a essuyé les gouttes de pluie de ses épaules et, après une profonde respiration pour se calmer, est entrée dans la fosse aux lions pleine de regards curieux. Un bref silence est tombé sur le hall central lorsqu'Aziza est entrée. Avant que le murmure des conversations ne reprenne, bien que notablement plus bas, tous les yeux étaient sur elle. L'apparence d'Aziza était simple mais élégante, en contraste frappant avec le luxe qui l'entourait. Son visage montrait de la fatigue. Des cernes trahissaient son épuisement, bien qu'elle ait essayé de le cacher par un léger sourire. Elle s'est approchée de son père, le président King, qui présidait la table en tant que patriarche de la famille. Monsieur King a observé sa fille avec un regard acéré, mais plein d'amour. Il a remarqué que ses chaussures étaient légèrement tachées par la pluie et que l'ourlet de sa robe était humide. Son instinct paternel a immédiatement détecté le problème que sa fille essayait de cacher. Fin. L'excitation, l'émerveillement et l'appétit de chacun n'ont pas du tout diminué, à l'exception de Romello. Ce dernier s'est contenté de faire semblant d'être ravi sans avoir pris la peine de se lever ou de tirer la chaise pour sa femme. Monsieur King s'est légèrement éclairci la gorge, et cela a suffi pour que la conversation à table cesse complètement. Avec sa voix de baryton, calme mais autoritaire, il a posé une simple question qui allait changer le destin de son gendre à jamais. Il a demandé pourquoi Aziza était arrivée en retard et pourquoi elle avait l'air trempée, comme si elle était venue en transport en commun, surtout qu'il venait de lui offrir un cadeau d'anniversaire très spécial pour son confort. Monsieur King a demandé avec une curiosité feinte où se trouvait la toute nouvelle Mercedes-Benz Classe S qu'il lui avait envoyée la semaine précédente. Était-elle peut-être tombée en panne, obligeant Aziza à prendre un service de covoiturage par mauvais temps? Aziza est restée silencieuse. Ses lèvres tremblaient légèrement. Elle n'avait toujours pas trouvé la bonne phrase pour dissimuler le comportement de son mari, car elle ne voulait pas l'embarrasser devant toute la famille. Aziza était une épouse obéissante. Elle essayait toujours de protéger la réputation de son mari,
même si son cœur se brisait souvent. Cependant, avant qu'un seul mot ne puisse quitter la bouche d'Aziza, Romello a interrompu la conversation. La bouche à moitié pleine, avec une attitude très détendue et aucune trace de culpabilité, Romello a répondu à la question de son beau-père. Il a dit haut et fort que la Mercedes-Benz Classe S était maintenant entre les mains de sa mère, Madame Corinne. Romello a expliqué, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde, que sa mère avait besoin d'une grande voiture de luxe pour ne pas être méprisée par ses amis du club de la société paroissiale. Il a ajouté un argument qui a fait bouillir le sang de ceux qui écoutaient, qu'Aziza, qui ne faisait qu'aller au bureau et s'habillait simplement, devait vivre modestement, et qu'utiliser un Uber était plus pratique et commode car elle n'avait pas à chercher de stationnement. Le silence dans la pièce est devenu encore plus profond qu'auparavant. Les oncles et les tantes se sont regardés avec incrédulité. Ils savaient que la voiture était un cadeau personnel de M. King à sa fille unique, Aziza, et non pour la mère de son gendre, qui était célèbre pour sa vanité. Les paroles de Romello étaient non seulement irrespectueuses, mais elles montraient un mépris total pour sa femme et un manque de conscience de sa place devant la personne qui avait fait le cadeau. Aziza a baissé la tête, retenant une honte extrême. Elle n'avait pas honte d'être venue en taxi, mais que son mari étalait sa stupidité avec une telle fierté devant son propre père. Elle a serré l'ourlet de sa robe, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Son cœur souffrait d'entendre comment son mari privilégiait l'image de sa mère au confort de sa femme. Cependant, la réaction de M. King a été totalement inattendue pour Romello. Le père d'Aziza n'a pas claqué la table, n'a pas crié, n'a même pas rougi de colère. M. King est resté silencieux pendant un instant, observant son gendre comme s'il examinait un étrange insecte. Puis un léger sourire est apparu sur ses lèvres, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait la logique tordue que Romello venait d'exposer. D'un ton neutre, M. King a dit qu'il comprenait maintenant que Madame Corinne utilisait la voiture, et qu'il appréciait l'honnêteté de Romello. Romello, interprétant la réaction de son beau-père comme un signe d'approbation, ou au moins l'impuissance d'un vieil homme face à la jeune génération, a souri avec suffisance. Il se sentait victorieux, comme s'il avait réussi à gérer les biens de la famille de sa femme sans aucune résistance. Sous la table, recouverte d'une nappe en soie, la main de M. King s'est déplacée lentement pour sortir son smartphone de sa poche. Sans même regarder l'écran, ses doigts ont ouvert une application de messagerie familiale et ont tapé un ordre bref pour l'équipe de sécurité et des opérations de son entreprise. Peu de mots étaient nécessaires. Une seule phrase a suffi pour activer le protocole de récupération des actifs. Le message a été envoyé instantanément, déclenchant une tempête destructrice sur Romello et sa mère. M. King a remis son smartphone en place, a soulevé sa tasse de café et a pris une gorgée avec délectation, comme s'il venait de signer un contrat commercial très lucratif. Ses yeux se sont posés doucement sur Aziza, lui envoyant un signal silencieux que tout allait bien se passer, que son père avait la situation en main. Romello, ignorant tout, a continué à manger avidement, inconscient que l'épée de Damoclès était suspendue au-dessus de sa tête, prête à couper son arrogance à la racine. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, une scène contrastée se déroulait dans un centre commercial de luxe, le point de rencontre de la haute société de la ville. Même le ciel nuageux ne pouvait pas atténuer le désir de Madame Corinne de montrer son nouveau jouet. Dans la zone de voiturier du majestueux hall principal, une rutilante Mercedes-Benz Classe S noire était garée, délibérément un peu de travers pour que tout le monde la voie. Madame Corinne se tenait à côté de la voiture, le menton relevé. Elle était vêtue de la tête aux pieds de couleurs qui ne s'accordaient pas. Dans une tentative maladroite d'exhiber des logos de marques de luxe, un sac à main imitation peau de crocodile pendait à son bras, et ses doigts étaient chargés de bagues en or excessivement brillantes. Autour d'elle, 5 de ses amis du club social l'observaient avec des expressions variées, certaines avec admiration, d'autres avec envie, et certaines qui, connaissant les origines modestes de la famille de Corinne, ricanèrent discrètement. Mais aujourd'hui, la scène appartenait à Corinne. Elle a élevé la voix exprès pour raconter que cette voiture, grande et magnifique, était un cadeau spécial de son cher fils Romello. Elle s'est vantée que les affaires de Romello étaient en plein essor, à tel point qu'il avait pu lui acheter cette voiture d'une valeur de près de 150 000 $ en espèces, sans versement. Elle a tapoté le capot de la voiture comme si elle tapotait son fils dans le dos, se vantant des sièges confortables chauffants et ventilés et du système audio de pointe. Elle n'a pas du tout mentionné le nom d'Aziza, comme si sa belle-fille n'avait contribué en rien au succès de son fils. Ses amis l'ont inondé d'éloges fins, ce qui a gonflé encore plus l'ego de Corinne. Elles ont loué le bon fils qu'était Romello,
et la chance qu'avait Corinne d'avoir un fils aussi prospère et respectueux de ses parents. Corinne a absorbé toute la flatterie comme une éponge, se sentant au sommet du monde. Elle s'est même permis de lancer une pique à l'une de ses amies, qui était arrivée dans une berline plus ancienne, suggérant qu'il était temps de changer de voiture pour plus de sécurité et de confort. Satisfaite après près d'une demi-heure d'exhibition, Corinne a finalement décidé de mettre fin à la réunion. Elle a dit au revoir aussi élégamment que possible, disant qu'elle devait se rendre à son salon de beauté habituel pour un soin du visage. Corinne a appuyé sur le bouton de la poignée pour ouvrir la portière de la voiture et s'est glissée à l'intérieur de l'habitacle frais qui sentait le cuir neuf. Elle s'est assise sur le siège du conducteur, redressant son dos pour paraître plus grande, et a fait un signe de la main une fois de plus à ses amis, qui étaient toujours sur le trottoir du hall à observer son départ. Avec une confiance totale, Corinne a appuyé sur le bouton de démarrage. Mais c'est là que son cauchemar a commencé. Au lieu du ronronnement doux du moteur, une alarme longue, aiguë et assourdissante a retenti. Le tableau de bord qui brillait normalement avec des graphismes futuristes est devenu complètement rouge. Tous les voyants d'avertissement clignotaient en même temps comme les lumières d'une discothèque en panne, créant une atmosphère de panique dans l'habitacle confiné. Avant que Corinne ne puisse comprendre ce qui se passait, la voix automatisée du système informatique de la voiture a résonné fortement à travers les haut-parleurs haut de gamme dont elle s'était inventée. La voix était froide, monotone et robotique, mais le message était très clair. Alerte. Utilisation non autorisée d'un bien détecté. Système de sécurité activé. Moteur verrouillé en permanence par l'administrateur. La voix s'est répétée sans cesse. Corinne a paniqué, a appuyé plusieurs fois sur le bouton de démarrage, a appuyé à fond sur la pédale de frein, et a même frappé le volant avec ses paumes, mais la voiture était complètement morte, comme un morceau de ferraille coûteux. Son visage a commencé à pâlir, et une sueur froide a coulé sur son front, ruinant son maquillage épais. La situation est devenue encore plus humiliante lorsque le système de sécurité de la voiture a commencé à klaxonner à intervalles réguliers comme une alarme anti-vol. Le son fort résonnant dans tout le hall du centre commercial au plafond élevé a attiré l'attention de tout le monde. Les agents de sécurité du centre commercial, les visiteurs de passage, les chauffeurs Uber, et bien sûr les amis de Corinne qui n'étaient pas encore partis, ont regardé vers la Mercedes. Les amis de Corinne, qui l'admiraient auparavant, ont maintenant commencé à chuchoter et à retenir leur rire en regardant Corinne comme un poisson dans un bocal, frappant frénétiquement la vitre de l'intérieur. Corinne a essayé d'ouvrir la porte pour échapper à la honte, mais le système de verrouillage centralisé, contrôlé à distance par l'équipe informatique de Monsieur King, l'avait automatiquement enfermée. Elle était piégée dans sa propre voiture de luxe, transformée en spectacle gratuit pour des centaines de perdus. Au siège de la société de Monsieur King, un jeune spécialiste informatique observait son moniteur avec un visage impassible. Il venait d'exécuter un ordre prioritaire du propriétaire de la société. Sur son écran, l'état du véhicule avec cette plaque d'immatriculation indiquait « Verrouillé, utilisateur non autorisé ». L'employé a tapé la commande suivante. Déverrouiller les portes après un intervalle de 3 minutes pour un impact psychologique maximal et envoyer simultanément le signal de localisation actuel à l'équipe de récupération des biens déjà en attente dans la zone. Au loin, dans le hall du centre commercial, ces 3 minutes ont semblé durer 3 ans à Corinne. Elle a vu ses amis sortir leur téléphone, non pas pour aider, mais pour enregistrer l'incident ridicule. Elle a crié à l'aide, mais sa voix a été étouffée par les vitres insonorisées de la voiture. Elle a pleuré hystériquement. Son maquillage des yeux a coulé, se transformant en un liquide noir coulant le long de ses joues, détruisant l'image de la dame de la haute société qu'elle avait tant essayé de construire. Lorsque les serrures des portes se sont finalement déverrouillées automatiquement avec un clic sonore, Corinne n'est pas sortie immédiatement. Elle était trop épuisée et en état de choc. Mais elle n'avait pas le choix, car au loin, une dépanneuse orange vif avec un grand logo d'entreprise entrait déjà dans la zone du hall, se frayant un chemin à travers la foule. Les employés qui sont sortis du camion n'étaient pas des opérateurs typiques débraillés, mais 2 agents de sécurité de construction robustes avec des visages déterminés vêtus d'uniformes tactiques noirs. Ils portaient un dossier avec des documents juridiques de saisie d'actifs et ont marché d'un pas ferme directement vers la voiture de Corinne. C'est alors que Corinne a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple panne de moteur. C'était une contre-attaque, et elle était en première ligne du champ de bataille, sans autre arme que sa fierté déjà brisée. L'atmosphère dans le hall du centre commercial, normalement animée par l'activité des visiteurs, s'était maintenant transformée en une scène de tension et de comédie.
L'arrivée de l'énorme dépanneuse orange avec ses feux d'urgence tournant silencieusement a séparé la foule comme Moïse séparant la mer. Des deux côtés du camion, le nom du conglomérat d'entreprises, propriété de King Enterprises, était clairement inscrit, un nom très respecté dans le monde des affaires américain. Les deux agents de sécurité costauds qui sont descendus du camion n'étaient pas n'importe quels opérateurs. Ils portaient des uniformes noirs impeccables avec l'insigne de l'entreprise sur leur poitrine et des oreillettes de communication. Leur visage était vide, froid et professionnel, et il n'y avait pas une once d'hésitation dans leurs pas alors qu'ils se dirigeaient vers la Mercedes-Benz Classe S immobilisée au milieu de la zone de dépose VIP. Corinne était toujours piégée dans la voiture, respirant difficilement. Les vitres teintées l'empêchaient de voir clairement les expressions des personnes à l'extérieur, mais elle pouvait sentir les centaines de paires d'yeux fixés sur elle. Son cœur battait fort, un mélange de peur et de la fierté qui lui restait. L'un des agents de sécurité a frappé fermement à la vitre du conducteur, surprenant Corinne. Elle a essayé de leur crier de partir, mais sa voix n'a pas pénétré la vitre. L'agent n'a pas perdu de temps. Il a sorti un petit appareil électronique et l'a tenu près de la poignée de la porte. Immédiatement, la serrure de la voiture s'est ouverte avec un clic sonore. La porte du conducteur s'est ouverte en grand, laissant entrer l'air chaud du hall et le murmure de la foule dans l'habitacle frais. L'agent de sécurité s'est légèrement penché, mais il n'y avait aucune trace de gentillesse dans son ton. Il a demandé à Madame Corinne de sortir du véhicule, car il devait sécuriser immédiatement l'actif de l'entreprise. Corinne, sentant sa fierté piétiner, a explosé de colère. Elle s'est accrochée au volant de toutes ses forces et a refusé de bouger. D'une voix craquante, elle a crié que la voiture appartenait à son fils, Romello, et que personne n'avait le droit de la lui enlever. Elle a menacé d'appeler la police et de les dénoncer pour vol. Les cris hystériques de Corinne ont résonné contre le plafond du hall, et les visiteurs du centre commercial se sont rapprochés encore plus pour voir qui était cette femme d'âge moyen causant une telle scène. Plusieurs personnes ont sorti leur téléphone, ont activé la fonction appareil photo et ont commencé à enregistrer l'incident embarrassant en temps réel. L'agent de sécurité ne s'est pas laissé emporter par les émotions. Calmement, il a sorti un dossier en plastique contenant des documents officiels. Il a montré l'ordre de récupération des actifs tamponnés et signés. D'une voix suffisamment forte pour que la première rangée de la foule l'entende, il a expliqué que le véhicule en question était enregistré comme un actif d'exploitation de la société de M. Tade King et qu'à ce moment-là, il était utilisé à mauvais escient par une personne sans autorisation écrite. Les mots actifs de l'entreprise et utilisés à mauvais escient ont résonné dans les oreilles des amis de Corinne qui se tenaient toujours sur le trottoir, stupéfaites. Leurs expressions sont passées de la confusion au mépris. La rumeur a commencé à se répandre que la voiture de luxe dont Corinne s'était vantée était en fait la voiture de société du père de sa belle-fille, et non le fruit du succès de son fils. Alors que Corinne continuait à résister et refusait de sortir, les agents de sécurité ont finalement pris des mesures fermes conformément au protocole. Un agent a fait signe à son partenaire. Avec agilité, mais sans la blesser, ils ont dégagé les mains de Corinne du volant. Corinne a donné des coups de pied comme un enfant gâté. Ses pieds ont fléchi dans l'air, mais la force d'une femme d'âge moyen qui ne faisait presque pas d'exercice ne pouvait pas rivaliser avec celle de deux gardes entraînés. En quelques secondes, Corinne a été traînée hors de la voiture. Elle a trébuché et serait tombée sur l'asphalte si elle ne s'était pas accrochée à un pilier du hall pour garder son équilibre. Son faux sac à main est tombé et son contenu s'est répandu sur le sol. Du rouge à lèvres bon marché, des mouchoirs froissés et un portefeuille gonflé ne contenant que de vieux reçus. La scène suivante a été le point culminant de toute l'humiliation. Le conducteur de la dépanneuse a rapidement accroché le pare-choc avant de la Mercedes. La machinerie de remorquage a rugi et a doucement soulevé l'énorme voiture sur le plateau du camion. Corinne a couru et a frappé sur le côté du camion, pleurant et les suppliant de ne pas prendre la voiture. Elle a crié le nom de Romello, comme si son fils allait soudainement apparaître pour la sauver. Mais aucun héros n'est arrivé. Le camion est reparti lentement, emportant avec lui le symbole du statut social dont Corinne était si fière. Elle a été laissée seule au milieu de l'allée. Sa coiffure, autrefois si élaborée, était maintenant défaite, et le mascara coulant lui donnait une apparence fantomatique en plein jour. Personne autour d'elle ne l'a aidée. Ils étaient trop occupés à télécharger des vidéos de l'incident sur les médias sociaux. Une des amies de Corinne, une femme à la langue acérée, que Corinne avait auparavant méprisée pour sa vieille voiture, s'est approchée avec un sourire sarcastique. Elle n'a pas offert une main pour aider Corinne à se relever, mais a simplement dit d'une voix basse mais coupante, « Il semble que la voiture de votre fils ait eu une urgence commerciale.
Pourquoi ne commandez-vous pas un Uber? Le commentaire a provoqué des rires parmi les autres amis. Corinne a regardé autour d'elle avec des yeux vitreux. Son monde, construit sur des mensonges, s'écroulait. Le téléphone d'un visiteur a émis un bip avec une notification. Une vidéo de Madame Corinne se faisant traîner par des agents de sécurité, téléchargée sur le compte de Potin de la ville, a atteint des milliers de vues en quelques minutes. Le titre était cruel, le flex d'une dame de la haute société s'avère être un bail d'entreprise de son beau-père. De retour au manoir King, l'atmosphère de la fête est restée sereine, en contraste frappant avec le chaos qui venait de se produire dans le hall du centre commercial. Une douce mélodie de piano jouait en arrière-plan pour les invités dégustant le dessert. Aziza était assise en silence sur sa chaise. Ses yeux fixaient l'assiette vide devant elle, essayant d'ignorer le bruit de son mari qui mâchait à côté d'elle, toujours avidement. Romélo semblait très détendu. De temps en temps, il laissait échapper un petit ressent sans se couvrir la bouche, se sentant comme un petit roi dans la maison de son beau-père, ayant répondu avec succès à la question de Monsieur King sans aucune contestation. Il ne savait pas que le calme dans cette pièce était le calme avant une grande tempête. Soudain, le téléphone de Romélo sur la table a vibré violemment avec une sonnerie forte. Le son a brisé la sérénité de la pièce, et plusieurs oncles se sont tournés avec des expressions agacées. Romélo a rapidement saisi le téléphone et a vu le nom maman sur l'écran. Il a souri largement, pensant que sa mère l'appelait pour le remercier de lui avoir permis d'exhiber la nouvelle voiture. Confiant, Romélo a répondu à l'appel sans se lever de la table, afin que tout le monde puisse entendre sa conversation. Mais le sourire a disparu du visage de Romélo en un instant. La voix qui venait de l'autre côté n'était pas une voix de gratitude, mais un cri hystérique mêlé à des pleurs inconsolables. La voix de Madame Corinne était si forte que même Aziza, assise à côté de lui, pouvait l'entendre faiblement. Le visage de Romélo a rougi de honte, puis a pâli de colère. Il a écouté le récit haletant de sa mère, que la voiture avait été remorquée de force par des voyous, qu'elle avait été humiliée devant ses amis et qu'elle était maintenant abandonnée dans la rue. L'esprit étroit de Romélo a immédiatement conclu que tout cela était la faute d'Aziza. Il pensait qu'Aziza, blessée, avait secrètement appelé la police ou annulé l'assurance de la voiture. La rage l'a consumé. Romélo a jeté sa cuillère sur l'assiette, faisant un bruit de claquement, et toute la pièce s'est instantanément tue. Il s'est levé brusquement. Sa chaise a raclé le sol en marbre avec un grincement sonore. Les yeux exorbités, Romélo a pointé du doigt le visage d'Aziza, qui est restée assise en silence. Il a crié sur sa femme devant des dizaines de parents présents. Il a accusé Aziza d'être une femme ingrate qui avait humilié sa belle-mère. Romélo a crié, demandant ce qu'Aziza avait fait pour que la voiture soit emmenée. Les veines du cou de Romélo ont gonflé. Son visage était prêt à proférer toutes sortes d'insultes. Aziza a levé la tête et a regardé son mari avec une expression indéchiffrable, un mélange de pitié et d'épuisement. Mais avant qu'elle puisse ouvrir la bouche pour se défendre, une voix de baryton a traversé la colère de Romélo comme un couteau chaud coupe du beurre. Monsieur King s'était levé de son siège en bout de table. Ses mouvements étaient lents et délibérés, mais il avait une aura qui laissait tout le monde essoufflé. Il n'a pas crié, n'a pas claqué la table. Il a simplement levé légèrement la main pour signaler à Romélo de se taire. Étonnamment, Romélo, qui était furieux, s'est tu. Sa bouche est restée légèrement ouverte. Monsieur King a fait le tour de la table. Ses pas étaient fermes alors qu'il s'approchait de son gendre. Il s'est arrêté à exactement 2 pas de Romélo et l'a regardé dans les yeux avec un regard aiguisé et perçant, le regard d'un homme d'affaires qui avait brisé de nombreux concurrents. D'un ton neutre, Monsieur King a dit qu'il n'y avait pas de problème avec la voiture. Il a expliqué que la voiture avait été récupérée parce que son propriétaire d'origine, la société, avait déterminé que l'utilisateur actuel n'était pas qualifié. Romélo a ouvert la bouche, essayant de comprendre les paroles de son beau-père. Monsieur King a continué, cette fois avec un ton encore plus froid. Il a dit que puisqu'il avait entendu que la mère de Romélo avait besoin d'une voiture, Romélo devait aller la voir immédiatement, car elle souffrait de la chaleur dans la rue. Romélo, déconcerté, a essayé de s'excuser, disant qu'il devait retourner au bureau, mais Monsieur King l'a interrompu à nouveau. Avec un calme mortel, Monsieur King a informé Romélo d'une nouvelle réalité. Il a demandé les clés de la berline avec laquelle Romélo était arrivé, la voiture de société qu'il utilisait pour ses affaires. Romélo, empoignant réflexivement la poche de son pantalon, a hésité à remettre les clés. Monsieur King a esquissé un léger sourire terrifiant. Il a dit que la voiture était un avantage pour les employés,
et puisque depuis 5 heures cet après-midi, le nom de Romello avait été retiré de la liste des employés de la société pour de graves violations de l'éthique et abus d'actifs, Romello n'avait plus droit à cette voiture. La nouvelle du licenciement a été communiquée comme si M. King parlait du temps qu'il faisait au milieu d'un repas de famille. La couleur a disparu du visage de Romello, et ses jambes se sont affaiblies. Il a regardé les oncles et les tantes d'Aziza pour obtenir du soutien, mais ils l'ont tous regardé avec mépris et froideur. Personne n'a eu pitié de lui. M. King a tendu la main, exigeant les clés. Les mains tremblantes, Romello a fouillé dans sa poche et a remis les clés de la berline. C'était comme s'il remettait sa propre vie. Sans cette voiture et cet emploi, il n'était rien. Mais l'humiliation n'était pas encore terminée. M. King a sorti un billet de sa poche, un billet de $50. Il a plié le billet avec soin et l'a glissé dans la poche de la chemise chère de Romello. M. King a tapoté la poche, puis a chuchoté, assez fort pour que ceux qui étaient à proximité l'entendent, que l'argent était pour qu'il prenne un taxi. Un Uber de luxe était trop cher, et Romello devrait apprendre à économiser, comme il l'avait dit plus tôt à propos d'Aziza. M. King a fait un signe de tête au chef de la sécurité de la maison qui attendait dans un coin de la pièce. 2 gardes robustes de la maison se sont approchés. Ils n'ont pas touché Romello brutalement. Ils se sont simplement tenus de chaque côté de lui, exerçant une forte pression psychologique pour qu'il parte immédiatement. Romello a regardé Aziza une dernière fois, espérant que sa femme le défendrait, mais Aziza s'était déjà détournée. Elle était occupée à verser du thé chaud à sa mère, agissant comme si Romello n'était plus là. D'un pas hésitant et la fierté brisée, Romello a été expulsé de cette magnifique salle à manger, passant devant la délicieuse nourriture qu'il n'avait pas terminée, vers la sortie. Derrière lui, la conversation familiale a lentement repris, comme si un déchet bloquant la vue venait d'être remis à sa place. Lorsque Romello est sorti par la porte principale du manoir King, chaque pas qu'il a fait était un mélange de rage explosive et de honte déchirante. Les 2 gardes de sécurité costauds qui l'escortaient l'ont suivi jusqu'à la haute porte en fer forgé. Ils n'ont pas dit un mot, mais leurs regards ont crié que Romello n'était plus rien d'autre que des déchets à retirer immédiatement de cette propriété luxueuse. Lorsque la porte automatique s'est fermée lentement derrière lui avec un bruit métallique lourd, Romello a eu l'impression que la porte d'une vie de confort s'était fermée à jamais. Il resta stupéfait sur le trottoir à l'extérieur, regardant en arrière l'imposante maison dont les lumières brillaient chaleureusement, l'endroit où il aurait dû profiter du reste de la soirée en tant que gendre bien-aimé, et non en tant qu'homme renvoyé et banni. Le ciel, qui avait été nuageux, libéra finalement son contenu. Ce n'était pas une bruine, mais une averse froide et intense. C'était comme si la nature elle-même se joignait à la fête d'humiliation de Romello. Romello se réfugia précipitamment sous un arbre au bord de la route, dont les feuilles n'étaient pas assez denses pour le protéger de l'attaque de l'eau. La chemise en soie coûteuse, achetée avec la carte de crédit supplémentaire d'Aziza, était maintenant trempée et collée à sa peau. Désespéré, il fouilla dans les poches de son pantalon et sortit son smartphone, dont l'écran était légèrement mouillé par les gouttes de pluie. Les doigts tremblants, il ouvrit l'application de covoiturage. Il devait sortir de là rapidement avant qu'un voisin ou une connaissance de son beau-père ne le voie debout dans la rue comme un mendiant. Mais un nouveau problème se posa. La communauté fermée de luxe où vivait M. King avait des règles de sécurité très strictes. L'application sur le téléphone de Romello affichait une notification indiquant qu'aucun chauffeur ne pouvait entrer dans cette zone résidentielle privée pour venir le chercher sans un permis d'accès du propriétaire. Romello essaya d'appeler la cabine de sécurité à l'entrée, espérant qu'ils ouvriraient la barrière pour une voiture, mais son appel fut rejeté. Son numéro avait manifestement été bloqué ou marqué pour être ignoré. Il n'avait pas d'autre choix. Romello devait marcher jusqu'à l'entrée principale de la communauté, à près de 2,5 km de l'endroit où il se trouvait. Une distance qu'il parcourait normalement en quelques minutes dans une voiture climatisée s'étendait maintenant devant lui comme un chemin de torture. Romello commença à marcher d'un pas lourd. Ses chaussures en cuir brillant pataugèrent dans les flaques d'eau sale sur l'asphalte. Chaque pas était une douleur pour son ego. La pluie s'intensifia, et un vent fort fit osciller violemment les arbres. En moins de 5 minutes, Romello était complètement trempé. Ses cheveux, auparavant coiffés avec du gel, pendaient maintenant mollement sur son front. La pluie coulait sur son visage, cachant les larmes de rage qui commençaient à monter. Il maudissait Aziza dans son esprit. Il maudissait M. King. Il se sentait traité injustement. Dans sa logique tordue de gendre, il avait le droit de profiter de ses commodités, et la colère de son beau-père était excessive pour une simple voiture.
Il ne réalisa pas que le vrai problème était sa propre audace accumulée au fil des ans. Alors que Romello titubait sous la tempête, des phares de voiture brillants illuminèrent son dos. Romello se déplaça vers le bord du trottoir, espérant qu'il s'agissait simplement d'un voisin de passage, mais la voiture ralentit à mesure qu'elle s'approchait de lui. C'était un grand VUS blanc nacré, du même type que celui qui avait été confisqué à sa mère cet après-midi, mais celui-ci était flambant neuf. La plaque d'immatriculation était encore temporaire. Romello se tourna avec l'espoir de trouver un peu de compassion. Peut-être que M. King avait changé d'avis et avait demandé à son chauffeur de l'emmener à l'entrée. Les vitres de la voiture étaient impeccables, traitées avec le meilleur revêtement hydrofuge, de sorte que Romello pouvait clairement voir qui était à l'intérieur. Derrière le volant se trouvait M. King. L'homme d'âge moyen conduisait avec décontraction avec une main sur le volant. Son visage était serein et sec, appréciant la musique classique faiblement audible de l'extérieur. À côté de lui était assise Aziza. Sa femme avait mis des vêtements plus chauds. Aziza tenait un thermos avec une boisson chaude. Son visage paraissait paisible. Le temps sembla ralentir alors que la voiture passait lentement devant Romello. Romello fixa le visage de sa femme, espérant qu'Aziza se tournerait, verrait son mari tremblant de froid et demanderait à son père de s'arrêter. Mais cet espoir fut brisé. Aziza regarda droit devant elle. Son regard était vide, comme si Romello était un objet sans importance sur la route, comme un lampadaire ou une poubelle. Il n'y avait aucune haine dans les yeux d'Aziza, seulement une indifférence absolue. La voiture accéléra à nouveau. Ses pneus traversèrent une flaque d'eau profonde, éclaboussant de la boue brune sur le pantalon déjà trempé de Romello. Romello resta là, trempé de boue et d'eau de pluie, fixant stupéfait les feux arrière de cette voiture de luxe disparaître au coin de la rue vers la porte de sortie. Il se tenait seul, ressentant un froid qui le transperçait jusqu'aux os. Une heure plus tard, Romello arriva enfin à l'appartement de location qu'il appelait sa maison, bien que le loyer et les factures soient payés par Aziza. Son corps tremblait violemment, et ses lèvres étaient bleues. Il claqua la porte en entrant, espérant trouver un peu de chaleur ou au moins un endroit pour évacuer ses émotions, mais la scène qui l'accueillit dans le salon ne fit que lui causer un mal de tête encore plus grand. La maison était en désordre. Recroquevillée sur le canapé du salon se trouvait Madame Corinne. Ses cheveux étaient en désordre, et des traînées de mascara coulant maculaient encore ses joues. Sa mère était également trempée. Apparemment, elle avait eu du mal à trouver un transport décent depuis le centre commercial. Voyant Romello rentrer à la maison dans un état tout aussi pitoyable, Madame Corinne, au lieu de lui demander comment il allait ou de lui apporter une serviette, se leva immédiatement et déchaîna sa fureur. Elle pointa du doigt le visage de Romello et cria, demandant où était sa responsabilité en tant que fils. Madame. Corinne raconta la tragédie au centre commercial, exagérant la façon dont elle avait été traitée comme une criminelle et transformée en risée de toute la ville. Elle reprocha à Romello de ne pas contrôler sa femme, l'accusant d'être trop gentil avec Aziza, ce qui avait donné à sa belle-fille le courage de commettre l'acte irrespectueux de récupérer la voiture de société. Les cris aigus de Madame Corinne remplirent l'appartement peu spacieux, faisant sonner les oreilles de Romello. Épuisé physiquement et mentalement, Romello n'en pouvait plus. Pour la première fois de sa vie, il répondit aux cris de sa mère. Il jeta sa mallette par terre et cria que tout cela était arrivé à cause de la cupidité de sa mère et de son désir de se montrer. Romello dit que parce que sa mère n'avait pas été capable de se taire sur la propriété de la voiture, il avait été renvoyé, mis à la porte et humilié devant toute la famille de M. King. Madame Corinne se tut un instant en entendant le mot renvoyé, les yeux écarquillés. Mais l'ego de cette femme était trop grand pour admettre une erreur. Au lieu de cela, elle renversa le scénario. Elle dit que le licenciement n'aurait pas été un problème si Romello était vraiment aussi prospère et riche qu'il l'avait toujours prétendu. La dispute entre la mère et le fils continua avec fureur, s'accusant mutuellement et ressortant des affaires sales qu'ils avaient gardées cachées sous le masque d'une famille harmonieuse et prospère. L'argument ne s'arrêta que lorsque leurs estomacs grognèrent bruyamment à l'unisson. La faim surmonta l'émotion. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient rien mangé depuis midi. La nourriture de luxe à la fête de M. King était un lointain souvenir, et Madame Corinne, trop occupée à se montrer, n'avait pas non plus déjeuné au centre commercial. La faim, combinée au stress et à l'épuisement d'être trempé par la pluie, se fit ressentir douloureusement. Romello laissa échapper un long soupir, essayant d'avaler sa fierté. Il s'assit sur le canapé, mouillé à cause de ses vêtements, et sortit à nouveau son téléphone. Il prévoyait de commander une tonne de malbouffe chère pour soulager le stress.
Il pensait qu'un délicieux repas pourrait au moins réconforter un peu cette mauvaise journée. Romélo ouvrit une application de livraison de nourriture. Ses doigts sélectionnèrent rapidement le repas familial de son endroit préféré pour le poulet frit. Il ajouta plusieurs accompagnements et une grande boisson. La facture totale s'éleva à près de 30 $. Sans hésitation, il appuya sur le bouton de commande et sélectionna le mode de paiement par carte de crédit enregistré dans l'application. Le cercle de chargement tourna sur l'écran du téléphone. Romélo déglutit, imaginant le poulet chaud et croustillant. Mais au lieu d'une notification de commande acceptée, un message d'erreur rouge apparut sur l'écran. Transaction échouée. Paiement refusé par l'émetteur de la carte. Romélo fronça les sourcils. Il pensa qu'il pouvait s'agir d'un problème de réseau. Il réessaie. Cette fois, il utilisa sa deuxième carte de crédit, la carte platine dont il se vantait toujours auprès de ses amis. Le résultat fut le même. Refusé. Une sueur froide commença à se former sur ses tempes, se mélangeant à l'eau de pluie qui n'avait pas encore séché. Il essaya toutes les cartes qu'il avait enregistrées, débit, achat, portefeuille numérique. Une par une, elles refusèrent toute la transaction. C'est alors que la réalité le frappa de plein fouet. Il venait de se souvenir que toutes ces cartes étaient des cartes d'utilisateurs autorisés supplémentaires, dont le compte principal était le compte de paie d'Aziza. Pendant tout ce temps, Aziza avait financé son style de vie, et Romélo n'avait fait que glisser la carte. Les doigts de Romélo tremblèrent violemment. Il ouvrit son application bancaire mobile pour vérifier le solde de son compte personnel, son compte de salaire de son travail dans l'entreprise de Monsieur King. Le nombre qui apparut sur l'écran le laissa impuissant. 150 $. C'était tout l'argent qu'il avait gagné par lui-même. Le reste avait déjà été dépensé le mois dernier en versement pour les appareils électroménagers de sa mère, et ce compte, de plus, allait probablement être sur le point d'être gelé plus qu'il avait été renvoyé. Romélo regarda Madame Corinne avec un visage pâle. Il balbutia qu'il ne pouvait utiliser aucune des cartes, qu'Aziza avait tout bloqué. Madame Corinne cria de frustration et jeta un coussin de canapé sur Romélo, déplorant son sort de devoir avoir faim dans sa propre maison. Comme si cette souffrance ne suffisait pas, soudain, un bip aigu et continu se fit entendre depuis le compteur électrique à l'extérieur de la maison. C'était le signal d'avertissement que le solde de l'électricité prépayée était à un niveau critique. Romélo et Madame Corinne se regardèrent avec des yeux remplis de peur. Pendant tout ce temps, le compteur avait toujours été rechargé automatiquement par l'assistant personnel de Monsieur King, qui gérait la logistique pour ses enfants. Maintenant, il n'y avait plus de telle facilité. Ce bip sonna comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. Romélo fouilla dans sa poche pour trouver l'argent que Monsieur King lui avait donné plus tôt. Le billet de 50 $ était trempé et froissé. Avant même qu'il puisse penser à courir au dépanneur du coin pour acheter une carte de recharge, un fort clic se fit entendre. Instantanément, toutes les lumières de la maison s'éteignirent. Les ventilateurs s'arrêtèrent et la télévision devint noire. L'obscurité totale les enveloppa. L'appartement de location plongea dans l'obscurité totale, illuminé seulement par des éclairs occasionnels vus à travers la fenêtre. Dans cette obscurité, les sanglots de Mademoiselle Corinne pouvaient être entendus. Elle avait commencé à pleurer comme un enfant effrayé. Romélo se pencha en arrière sur le canapé dans l'obscurité, l'estomac souffrant de faim, le corps frissonnant de froid et le portefeuille vide. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie choyée, Romélo ressentit ce qu'était la vraie pauvreté, pas de nourriture, pas de lumière et pas d'issue. Le lendemain matin, le soleil brillait de mille feux, contrastant fortement avec l'atmosphère sombre de l'appartement de location de Romélo, toujours plongé dans l'obscurité en raison du manque d'électricité. Avec le ventilateur et la climatisation éteints toute la nuit, Romélo se réveilla avec le corps collant de sueur. Il ouvrit les yeux avec un mal de tête lancinant. Les restes de stress et de faim de la nuit précédente tourmentaient encore son corps. Il n'y avait pas de petit déjeuner préparé sur la table, ni l'arôme du café que le personnel de service préparait autrefois. Et le pire de tout, la pompe à eau dépendait également de l'électricité coupée, donc aucune eau propre ne sortait du robinet de la salle de bain. Contraint par les circonstances, Romélo se nettoya avec l'eau restante dans la baignoire, déjà trouble, et remit la chemise de travail qu'il avait trempée la veille. La chemise, maintenant sèche, était froissée et sentait le moisi, et les taches de boue sur le pantalon étaient à peine déguisées, bien qu'il les ait frottées avec un chiffon humide. Il se regarda dans le miroir brisé dans un coin et vit son reflet échevelé, les yeux rouges par le manque de sommeil et une barbe de plusieurs jours négligée. Cependant,
son énorme ego le poussait encore à aller au bureau. Dans son esprit, qui niait encore la réalité, il pensait que le licenciement d'hier n'était qu'une menace émotionnelle de M. King. Il était convaincu que s'il y allait et s'excusait, ou au moins montrait une attitude de travail dévouée, son beau-père s'adoucirait. Le trajet pour aller au travail, qu'il effectuait normalement confortablement dans une berline climatisée, devint une torture. Romello dut marcher jusqu'à la route principale et se serrer dans un bus de ville bondé, rempli de l'odeur de la sueur de milliers d'autres passagers. Il se tenait pressé près de la porte, essayant d'éviter de se faire marcher sur les pieds et retenant les nausées causées par un estomac vide. En arrivant au quartier financier du centre-ville, Romello marcha avec une droiture forcée vers le gratte-ciel appartenant à M. King. Il ajusta le col de sa chemise, essayant de retrouver la dignité qu'il avait déjà perdue. Mais les regards de certains de ses anciens collègues qu'il croisait sur le trottoir étaient différents. Ils ne le saluèrent pas. Au lieu de cela, ils détournèrent le regard ou le regardèrent avec moquerie tout en chuchotant. Apparemment, les rumeurs sur ce qui s'était passé à la fête et la vidéo virale de sa mère s'étaient répandues plus vite que ses pas. Romello entra dans le majestueux hall de l'immeuble avec son sol en marbre étincelant. Il se dirigea vers les tourniquets automatisés et sortit le badge d'employé accroché à son cou. Avec un mouvement qui était devenu une mémoire musculaire au cours des 3 dernières années, il fit glisser la carte sur le scanner. Normalement, la lumière devenait verte et les tourniquets s'ouvraient, mais cette fois, la machine émit un long bourdonnement aigu, et la lumière devint rouge vif. Les mots « accès refusé » apparurent clairement sur le petit écran de la machine. Romello, sentant la honte monter dans sa gorge, fit glisser la carte à nouveau. 1, 2, 3 fois. La file d'employés derrière lui commença à murmurer avec impatience. Ce son de rejet était comme une sirène annonçant son statut de paria. Avant que Romello ne puisse frapper la machine de frustration, 2 agents de sécurité costauds de l'immeuble étaient déjà devant lui. L'un d'eux était le chef de la sécurité à qui Romello avait l'habitude d'ordonner d'acheter des cigarettes ou de porter les sacs de courses de sa mère. Mais aujourd'hui, le regard de ce garde était froid et distant, comme s'il voyait un étranger suspect. Le garde ne le salua pas. D'une voix ferme et neutre, il informa Romello qu'il ne pouvait pas entrer dans la zone des bureaux. L'ordre venait directement du conseil d'administration, et le nom de Romello figurait déjà sur la liste noire de la sécurité du bâtiment. Romello essaya de répondre, criant qu'il voulait voir le directeur des ressources humaines pour éclaircir le malentendu, mais le garde secoua fermement la tête. L'agent de sécurité se pencha légèrement et ramassa une boîte en carton sous le bureau de réception. Il poussa la boîte brusquement contre la poitrine de Romello. À l'intérieur de la boîte se trouvaient ses effets personnels, retirés de son bureau, un cadre photo de lui et Aziza avec le verre brisé, une tasse à café sur laquelle il était écrit « Le patron », une agrafeuse et quelques stylos bon marché. Sur le dessus de ce tas de déchets se trouvait une enveloppe blanche scellée avec le logo officiel de l'entreprise. C'était la lettre de licenciement. Les mains tremblantes, Romello ouvrit l'enveloppe. Ses yeux scannèrent les termes juridiques, sévères mais mortels. La raison du licenciement était écrite en gras, violation grave du code d'éthique, utilisation abusive des actifs de l'entreprise et conduite préjudiciable à l'image de l'entreprise. Il n'y avait ni indemnité de départ ni lettre de recommandation, seulement une notification qu'ils engageraient des poursuites pénales s'ils ne retournaient pas tout l'inventaire de l'entreprise. Romello resta stupéfait au milieu du hall animé, serrant la boîte comme un automate. Il se sentait nu devant les centaines de personnes qui passaient. La honte brûlait de son visage à ses oreilles. Il se retourna et sortit en titubant du bâtiment, s'éloignant de l'endroit qui lui donnait autrefois identité et fierté. Il s'assit sur un banc dans un parc voisin et sortit son téléphone. Il ne voulait pas abandonner. Il était sûr qu'avec ses 3 années d'expérience dans une grande entreprise, il pourrait facilement trouver un emploi ailleurs, même chez un concurrent de M. King. Avec le peu de données qui restaient sur son forfait, il commença à appeler quelques connaissances dans des entreprises rivales. Le premier appel fut à un directeur marketing d'une autre entreprise immobilière qui avait essayé de le recruter dans le passé. Romello essaya de paraître joyeux, le salua amicalement et lui demanda des nouvelles de sa famille avant d'exprimer son intérêt à relever de nouveaux défis. Mais la voix à l'autre bout du fil semblait mal à l'aise et précipitée. La personne interrompit Romello et lui dit carrément qu'il avait déjà entendu ce qui s'était passé. Il expliqua que le secteur des affaires était très petit, et les rumeurs d'utilisation abusive d'actifs étaient un poison pour la réputation de quiconque. Aucune entreprise de bonne réputation n'oserait embaucher quelqu'un qui avait été personnellement renvoyé par M. Tade King et qui avait des antécédents d'intégrité douteuse. La personne s'excusa et raccrocha rapidement. Romello appela son deuxième,
troisième et 10e contact. Le résultat fut le même. Certains ne répondirent pas. D'autres bloquèrent son numéro immédiatement. Et certains lui dirent carrément que son nom figurait déjà sur la liste noire des RH de l'industrie. Monsieur King avait véritablement fermé toutes les portes sur lui. Romello n'avait pas seulement perdu son emploi, il avait perdu son avenir. Sous le soleil cruel, Romello réalisa qu'il était maintenant au chômage avec une réputation toxique, invendable nulle part. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident de l'expulsion, et la vie de Romello avait sombré dans un gouffre encore plus profond de difficultés. Sa mère et lui survivaient dans leur appartement de location sombre, vendant les appareils restants un par un, de la télévision au mixeur, à un ferrailleur du quartier pour un prix dérisoire. L'argent suffisait à peine à manger un sandwich par jour et à acheter des bougies pour la lumière. Au milieu de ce désespoir, un huissier de justice se présenta avec une citation à comparaître. Aziza avait officiellement demandé le divorce. Romello lut les documents de la plainte avec des yeux rusés. Son esprit manipulateur ne voyait pas cela comme la fin, mais comme une occasion en or. Il pensa au partage des biens. Au cours de leurs 3 années de mariage, la richesse d'Aziza et les cadeaux de Monsieur King avaient été considérables. Dans la logique de Romello, puisqu'il était son mari légal, il avait droit à la moitié de cette fortune. Madame Corinne, mâchant un sandwich froid dans un coin, se redressa en entendant parler de la poursuite pour les actifs. Elle chuchota du poison à l'oreille de son fils, l'exhortant à exiger une part de la maison de luxe dans laquelle il vivait, les voitures et les actions de l'entreprise. Madame Corinne convainquit Romello que la loi se rangerait sûrement du côté du mari et qu'Aziza ne serait pas assez cruelle pour laisser son ex-mari sans rien. Avec le dernier argent qui leur restait, Romello embaucha un avocat bon marché avec un bureau dans un centre commercial en bordure de la ville, un avocat qui se vantait plus qu'il ne gagnait des affaires. Mais Romello n'avait pas le choix. Il alla au tribunal avec la vaine confiance qu'il en sortirait un nouveau millionnaire. Le jour du procès arriva. L'atmosphère au tribunal de la famille était formelle et froide. Romello enfila la meilleure chemise qui lui restait, qui lui allait un peu large en raison de la perte de poids drastique de la semaine dernière, mais il s'efforça de paraître aussi pitoyable que possible pour gagner la sympathie du juge. Cependant, ses yeux brillaient de cupidité. De l'autre côté de la pièce, une porte s'ouvrit, et Aziza entra. Son apparence était vraiment différente. Elle était radieuse, vêtue d'une élégante robe bleu marine et d'un foulard en soie soigneusement noué. Son visage était propre, serein et émanait une aura de détermination que Romello n'avait jamais vue auparavant. Aziza ne vint pas seule. Elle était accompagnée du meilleur cabinet d'avocats spécialisés en droit de la famille du pays, des hommes en costume cher portant des mallettes en cuir remplies de documents. Le procès commença par une lecture de la réclamation et de la réponse. Au moment d'aborder la question des biens matrimoniaux, l'avocat de Romello attaqua immédiatement avec une demande exorbitante. Il exigea un partage des biens d'une valeur de plusieurs millions de dollars, affirmant que Romello avait contribué à la gestion de l'entreprise familiale et au maintien de la stabilité du foyer. Romello versa même des larmes de crocodile, disant qu'il avait été mis à la porte de manière inhumaine sans consentement. Il demanda une compensation pour les dommages matériels et moraux. Madame Corinne, assise dans le public, hocha la tête. Ses yeux brillèrent, imaginant l'argent qu'il recevrait. Mais le sourire de victoire sur les visages de Romello et de sa mère ne dura pas longtemps. L'avocat principal d'Aziza, un homme d'âge moyen avec des lunettes épaisses et un regard aussi perçant que celui d'un aigle, se leva silencieusement. Il ne réfuta pas les allégations de Romello avec des mots émotifs, mais avec des données. Il demanda au tribunal la permission de présenter des preuves d'un audit médico-légal des finances du ménage pendant les 3 années de mariage. L'avocat ouvrit une grande boîte contenant une pile de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de reçus de transfert. Aussi épais qu'une brique, il commença à présenter des faits choquants. Il s'avéra qu'au cours du mariage, Romello n'avait pas contribué un seul centime aux dépenses du ménage. Son maigre salaire était toujours entièrement dépensé pour ses dépenses personnelles et le style de vie de Madame Corinne. Pire encore, l'avocat d'Aziza démontra que toutes les commodités luxueuses dont Romello et sa mère avaient profité, voyages à l'étranger, sacs de créateurs de Madame Corinne, bijoux et même la rénovation de la maison de sa mère dans sa ville natale, étaient payés avec la carte de crédit supplémentaire au nom d'Aziza. Légalement, l'utilisation de fonds sans autorisation écrite et en dehors des dépenses de subsistance raisonnables pour le couple était classée comme dette. L'avocat présenta un résumé indiquant que le total des dépenses hédonistes de Romello et de sa mère s'élevait au chiffre fantastique de plus de 300 000 $. Le tribunal se tut.
Le chiffre était si élevé que le juge fronça les sourcils et regarda Romello avec des yeux inquisiteurs. Romello pâlit. Il essaya de répondre qu'il s'agissait de cadeaux de sa femme. Mais Aziza prit finalement la parole. D'une voix douce mais ferme, elle déclara sous serment qu'elle n'avait jamais autorisé l'utilisation d'une somme aussi importante pour le luxe de sa belle-mère. Elle dit qu'elle, au contraire, devait souvent épargner pour financer son entreprise. Aziza révéla qu'elle s'était tue pendant tout ce temps parce qu'elle voulait sauver son mariage. Mais puisque Romello avait intenté la poursuite pour le partage des biens, elle avait le droit de récupérer son argent. L'avocat d'Aziza présenta une demande conventionnelle. Il exigea que Romello rende tout l'argent ou que les biens achetés avec cet argent soient saisis en compensation des dommages. Le marteau du juge tomba avec un bruit tonitruant qui sonnait comme une condamnation à mort pour l'avenir de Romello. Le tribunal, après avoir examiné les preuves irréfutables, décida d'accorder la demande de divorce d'Aziza et de rejeter toutes les demandes de partage des biens de Romello. De plus, le juge statua que l'obligation pour Romello de restituer les fonds utilisés illégalement avait été prouvée. À titre de garantie, le juge ordonna la saisie de tout bien au nom du défendeur ou de sa famille dont il serait prouvé qu'il avait été acheté avec ce flux de fonds. Cela signifiait que l'acte de propriété de la seule maison de Madame Corinne dans sa ville natale, dont l'hypothèque avait récemment été remboursée avec l'argent de la carte de crédit d'Aziza, serait saisi par l'État aux fins de vente aux enchères. En entendant le verdict, Madame Corinne cria hystériquement au tribunal. Son corps se convulsa et ses yeux exorbitèrent, comme si elle ne pouvait pas croire que sa propre cupidité était devenue un boomerang détruisant les derniers biens qu'elle possédait. Elle s'évanouit sur le sol de la salle d'audience, provoquant une agitation. Romello resta immobile sur sa chaise, son corps faible, comme si ses os avaient été retirés. Il regarda Aziza, espérant voir un peu de compassion dans les yeux de la femme qu'il avait autrefois aimée. Mais Aziza s'était déjà levée, avait remis ses vêtements en place et était sortie du tribunal sans se retourner une seule fois. Derrière elle, le personnel médical entra pour emmener Madame Corinne. Pendant ce temps, Romello réalisa qu'il venait de creuser sa propre tombe. Il était venu pour s'enrichir, mais il repartait indigent avec une dette de centaines de milliers de dollars. Après le coup de marteau du juge au tribunal de la famille, la vie de Romello et de Madame Corinne prit un virage à 180 degrés. L'exécution de la saisie des actifs fut beaucoup plus rapide et cruelle qu'ils ne l'avaient imaginé. La seule maison dans leur ville natale, dont elle s'était toujours vantée comme un symbole du succès de son fils, portait désormais un panneau rouge flashy avec les mots saisis par l'État. Sans endroit où retourner, sans actifs à hypothéquer et sans argent à la banque pour louer un logement décent, ils furent laissés à la rue. Ils furent expulsés de force de leur précédent appartement de location pour ne pas avoir payé le loyer pendant 2 mois consécutifs et furent maintenant abandonnés dans un bidonville bondé à la périphérie de la ville. Leur nouvelle résidence se trouvait au bout d'une ruelle étroite et humide où la lumière du soleil atteignait à peine, bloquée par des toits se touchant. Les murs de la cabane étaient en briques apparentes, non plâtrées. Le toit en amiante fuyait de partout, créant des taches d'humidité au plafond, et l'air à l'intérieur était étouffant, mêlé à l'odeur des eaux usées stagnantes juste devant la porte en bois pourri. Dans cet espace exigu, le luxe était un mot oublié. Il n'y avait pas de matelas à ressort moelleux pour réconforter leur dos, pas de climatisation pour rafraîchir leur peau. Seul un tapis mince sur le sol en béton froid servait de lit aux deux. Chaque nuit, ils devaient dormir affamés, accompagnés du bourdonnement de moustiques féroces et du bruit de rats courant sur le toit. Madame Corinne, qui avait toujours été splendide grâce à des soins du visage à 1000 $ et à des vêtements de créateur, ressemblait maintenant à une personne complètement différente. Son visage était terne et gras, et des rides de stress causées par la malnutrition commencèrent à apparaître de manière proéminente et profonde. Ses cheveux, toujours soigneusement coiffés dans des salons chers, pendaient maintenant souvent mollement et sentaient le moisi, attachés négligemment avec un élastique provenant d'un emballage alimentaire. Il n'y avait plus d'amis de la haute société pour la louer, seulement des voisins qui la regardaient avec suspicion. Chaque jour, Madame Corinne devait se lever avant l'aube, non pas pour faire son exercice matinal habituel ou se préparer pour une réunion de club social, mais parce qu'elle avait commencé à travailler comme blanchisseuse pour ses voisins, dont la plupart étaient des ouvriers d'usine. Pour éviter de mourir de faim, cette fausse ex-dame du monde devait se rabaisser à faire le travail acharné qu'elle méprisait autrefois profondément. Ses mains, autrefois douces et ne tenant que des tasses de thé en porcelaine, étaient maintenant rugueuses, calleuses et craquelées à cause de l'exposition à un détergent bon marché qui brûlait sa peau. Elle pleurait souvent seule dans les salles de bain publiques en frottant les taches sur les vêtements des autres, déplorant son sort de devoir devenir la servante de personnes qu'elle considérait autrefois comme de statut inférieur.
Mais ses voisins ne lui montraient aucune compassion. Au contraire, ils la raillaient et la grondaient souvent pour son travail lent et sale et pour se plaindre encore de la qualité du savon à lessive. La situation de Romelo n'était pas beaucoup meilleure. En fait, on pourrait dire qu'il a subi une dépression nerveuse plus grave que sa mère. Le diplôme universitaire d'une université prestigieuse, dont il se sentait autrefois fier chaque fois qu'il postulait pour un emploi, valait maintenant moins que du papier d'emballage de restauration rapide. La stigmatisation d'être un employé malhonnête, un détourneur d'actifs et une personne renvoyée déshonorée de l'entreprise majeure de M. King fit qu'il fut instantanément rejeté par toutes les entreprises. Même les petites entreprises ayant besoin de personnel administratif hésitaient à embaucher quelqu'un avec un historique d'intégrité aussi mauvais que celui de Romelo. Le monde de l'entreprise lui avait fermement fermé ses portes. Finalement, pour manger, Romelo dut avaler l'énorme fierté qu'il avait autrefois. Il accepta des petits boulots comme manutentionnaire au marché des produits frais central de la ville. Chaque nuit jusqu'à l'aube, Romelo dut transporter des sacs de riz, de légumes et d'oignons de 100 livres des camions de livraison aux étals des marchands. Son dos, qui reposait autrefois confortablement dans une chaise ergonomique dans un bureau climatisé, était maintenant égratigné, meurtri et voûté à force de porter de lourdes charges qui torturaient sa colonne vertébrale. Sa peau, autrefois soignée avec soin, était maintenant brûlée par le soleil, foncée, grasse et pleine de saleté difficile à enlever même avec du savon. Ses pieds, autrefois enveloppés dans des chaussures en cuir brillantes, ne portaient plus que de fines tonnes rapiécées, marchant sur le sol mouillé du marché rempli de déchets pourrissants. Romelo dut souvent se battre avec des porteurs plus forts pour un travail de chargement et était fréquemment poussé et tombait dans la boue, devenant la risée des gens du marché, qui ne savaient pas qu'il était autrefois un jeune cadre arrogant. Chaque fois que Romelo retournait à la cabane avec un corps brisé, et à peine assez de monnaie pour acheter quelques sandwichs avec de la mortadelle, l'atmosphère à la maison, loin d'offrir la paix du repos, l'accueillait avec un nouvel enfer. Les disputes entre la mère et le fils devinrent une routine inévitable. Madame Corinne, incapable d'accepter sa vie difficile, continuait de reprocher à Romelo toute sa souffrance. D'une voix stridente, elle maudissait Romelo d'être un fils inutile et stupide qui n'avait pas su prendre soin de sa riche et bonne femme, Aziza. Elle continuait de ressasser le passé, disant que si Romelo avait été plus intelligent pour gagner la faveur de M. King et n'avait pas été aussi honnête au sujet de la voiture, il ne se serait pas retrouvé dans ce dépotoir. Aveuglé, épuisé physiquement et mentalement, il n'accepta plus les reproches comme il le faisait lorsqu'il était un fils obéissant. Son respect pour sa mère avait été complètement érodé par la réalité amère. Il répondait aux insultes de sa mère avec des mots beaucoup plus cruels et blessants. Il cria à sa face que tout cela était le karma pour la bouche arrogante et le style de vie ostentatoire de Madame Corinne, voulant paraître riche avec une Mercedes volée. Romelo blâma la cupidité de sa mère de l'avoir poussé à commettre de la petite corruption et des mensonges qui finirent par lui faire perdre son emploi, sa femme et son avenir. Ses cris de haine se terminaient souvent par le bris d'assiettes en plastique ou par des portes claquées, ce qui incitait les voisins d'un accent grave côté à frapper sur le mur et à menacer de les mettre à la porte s'ils continuaient à faire du bruit au milieu de la nuit. Dans cet espace étroit, chaud et étouffant, l'affection entre la mère et le fils avait disparu sans laisser de traces, remplacée par une haine mutuelle, des reproches et un profond regret qu'il était déjà trop tard pour réparer. Ils étaient piégés ensemble dans le trou de la pauvreté qu'ils avaient creusé eux-mêmes sans espoir d'en sortir un jour. 5 ans, ce n'est pas une courte période pour que la roue du destin fasse un tour complet. Une année s'était écoulée depuis que la tempête de ruine avait frappé Romelo et sa mère, effaçant toute trace du faux luxe dont ils avaient autrefois profité. Le temps passa, indifférent à leur sort misérable. D'un autre côté, pour ceux qui étaient patients et honnêtes, le temps apporta de douces récompenses. Cet après-midi, dans un restaurant gastronomique situé dans le quartier des affaires le plus exclusif, l'atmosphère était fraîche, calme et élégante. Le restaurant était connu comme un lieu de rencontre pour les entrepreneurs prospères et la haute société. Le sol en marbre étincelait, reflétant la lumière des lustres en cristal, et l'arôme des steaks de qualité supérieure et du café gastronomique embaumait l'air, parfaitement climatisé par un système de climatisation centrale. Une musique jazz instrumentale douce jouait en arrière-plan, ajoutant une touche de classe à l'endroit. À l'une des meilleures tables, située à côté d'une grande fenêtre donnant sur la rue principale, étaient assis Aziza et son père, le président Ade King. L'apparence d'Aziza était beaucoup plus charmante et digne qu'il y a un an. Elle était élégamment vêtue d'une tenue moderne d'un créateur renommé qui s'harmonisait parfaitement avec un foulard en soie au motif doux. Son visage était propre et naturellement radieux, émanant une paix intérieure et un bonheur indéniable. Il n'y avait aucune trace de tristesse, de pression mentale ou d'yeux gonflés,
contrairement à l'époque où elle était la femme opprimée de Romello. Aziza était maintenant une femme complète, indépendante et respectée. Aujourd'hui était un jour de célébration spéciale. Aziza venait d'inaugurer la 5e succursale de sa boutique de mode, qui était devenue une tendance chez les jeunes femmes. L'entreprise, qu'elle avait recommencé avec son propre capital et les conseils stratégiques de son père, avait cru très rapidement en peu de temps. Elle avait prouvé au monde, et surtout à elle-même, qu'elle pouvait se tenir ferme sur ses propres pieds sans l'ombre du grand nom de son père. Monsieur King regarda sa fille avec une fierté et une affection débordantes. Le gentilhomme âgé avait l'air en bonne santé. Son sourire était large et libre alors qu'il écoutait Aziza parler avec enthousiasme de ses plans d'expansion commerciale pour entrer sur le marché d'exportation dans les pays voisins. Ils rirent ensemble, dégustant un gâteau au chocolat en dessert, célébrant une véritable victoire dans la vie. Pour Monsieur King, voir sa fille se libérer d'un parasite nuisible et devenir une femme forte était un bonheur incalculable, beaucoup plus précieux que n'importe quelle voiture de luxe qu'il avait achetée. Au milieu de leur conversation chaleureuse et riante, le regard d'Aziza se dirigea nonchalamment vers l'immense fenêtre à côté d'eux. Le verre, épais et insonorisé, séparait parfaitement deux mondes opposés, le monde calme, parfumé et luxueux à l'intérieur du restaurant et le monde bruyant, chaud, poussiéreux et cruel à l'extérieur. Sur le trottoir de l'avenue devant le restaurant, il y avait un énorme embouteillage en raison de l'heure du déjeuner. Aziza vit une petite altercation dans une zone de stationnement illégale, non loin de l'entrée du hall du restaurant. Un voiturier illégal vêtu d'un vieux gilet orange déchiré et plein de graisse se faisait réprimander sévèrement par le propriétaire d'une berline de luxe qui affirmait que sa voiture avait été rayée par une moto de passage. Le voiturier baissa profondément la tête, demandant pardon avec un geste très misérable et effrayé. Il joignit ses mains devant sa poitrine à plusieurs reprises, suppliant de ne pas être battu ou dénoncé. La peau du voiturier était foncée, brûlée par le soleil de plomb. Ses cheveux étaient en désordre et longs, pleins de poussière de rue, et son corps était très mince, comme quelqu'un souffrant de malnutrition chronique. Ses pommettes saillissaient fortement, et ses yeux étaient enfoncés, entourés de cernes. Aziza plissa les yeux, essayant de reconnaître une figure familière derrière cette apparence dépenaillée. L'instant suivant, Aziza fut surprise. C'était Romello, son ex-mari, qui était autrefois toujours impeccable avec des chemises repassées, des costumes élégants et des montres chères. Maintenant, il se tenait sur l'asphalte chaussant chaussures décentes, encaissant des insultes et des crachats d'une autre personne pour une pièce de $2. Le cœur d'Aziza tressaillit, mais le tremblement n'était pas dû à un amour résiduel ou à une nostalgie émergente, mais à une étrange pitié comme on en ressent en voyant souffrir un étranger. Le regard d'Aziza se dirigea vers le trottoir d'en face où se trouvait Romello. Là, une vieille femme en vieux vêtements et en pyjama délavé était assise sur ses genoux. Elle vendait de petits paquets de mouchoirs et de masques aux passants avec un visage pitoyable. Son visage était couvert de poussière de rue et de sueur. Ses rides étaient devenues plus profondes, mais Aziza pouvait encore reconnaître très clairement les traits de Madame Corinne. La femme qui se vantait autrefois fièrement de ses sacs d'imitation dans les centres commerciaux et insultait Aziza à chaque réunion de club social, la traitant de stérile et de stupide, devait maintenant tendre la main dans la rue, espérant la compassion des gens pour acheter un paquet de mouchoirs pour $1. La scène contrastait trop avec le dernier souvenir qu'Aziza avait d'eux. C'était comme si un fil invisible, ou peut-être le destin, voulait lui montrer la fin de la pièce. Romello, qui venait d'être réprimandé par le propriétaire de la voiture, tourna la tête vers le bâtiment du restaurant de luxe. Peut-être voulait-il échapper au soleil brûlant pendant un moment, ou peut-être voulait-il simplement voir la vie confortable dont il ne pouvait plus profiter. Ses yeux percèrent la vitre transparente et croisèrent directement ceux d'Aziza, qui le regardait. Pour Romello, le temps sembla s'arrêter. Il se figea sur place. Ses pieds semblèrent cloués à l'asphalte chaud. Romello vit son ex-femme assise là, si belle, propre, radieuse et heureuse. Il vit Aziza entourée du luxe qu'il avait autrefois ressenti et gaspillé. Il vit que la nourriture délicieuse sur la table d'Aziza coûtait probablement le même prix que ses revenus pendant 3 mois à porter des sacs et à garer des voitures. La honte, le regret extrême et l'effondrement de son ego frappèrent la poitrine de Romello si fort qu'il manqua de souffler, se sentit nauséeux. Il vit clairement ce qu'il avait jeté par-dessus bord pour suivre l'orgueil irrationnel et la cupidité de sa mère. Il voulait crier. Il voulait appeler Aziza. Il voulait courir à l'intérieur, s'agenouiller et supplier d'être autorisé à revenir dans le passé. Mais il réalisa que cette vitre épaisse était un mur du destin qu'il ne pouvait plus traverser. Il n'était que de la poussière à l'extérieur, tandis qu'Aziza était un diamant dans la vitrine.
Romélo vit que mademoiselle Corinne s'était également tournée et se couvrait la bouche d'étonnement. Des larmes de regret coulèrent le long de ses joues sales et ridées. Aziza maintint le regard rempli de larmes de Romélo pendant quelques longues secondes. Sur le visage d'Aziza, il n'y avait ni colère, ni sourire de moquerie satisfaite, ni vengeance brûlante. Il n'y avait qu'un regard vide et serein, le regard de quelqu'un qui considère un passé qui a pris fin et qui n'a plus la moindre place dans sa vie. Aziza détourna lentement le regard, rompant unilatéralement ce contact visuel. Elle regarda de nouveau son père. M. King avait également remarqué la présence de Romélo à l'extérieur, mais choisit de ne pas lui accorder d'importance. Monsieur King se contenta de hocher la tête et de sourire à sa fille, un signal silencieux que tout était passé. Aziza rendit doucement le sourire de son père, puis, d'un geste élégant et déterminé, appela le serveur du restaurant. Lorsque le serveur s'approcha, Aziza lui demanda de fermer les stores de la fenêtre, car le soleil était trop éblouissant. Le serveur hocha poliment la tête et tira lentement sur le cordon du store. Le tissu épais et doré descendit centimètre par centimètre, cachant lentement la vue de la rue, bloquant la vision de Romélo d'Aziza et séparant la lumière vive à l'intérieur du restaurant de la chaleur douloureuse à l'extérieur. Le store se ferma fermement, et pour Aziza, le livre de son passé se ferma également à jamais. Pendant ce temps, pour Romélo et sa mère, la vie dans le regret était une prison sans barreaux qu'ils devraient endurer jusqu'au jour de leur mort. Dans un café modeste à la périphérie du marché des produits frais, Romélo était assis perdu dans ses pensées avec un regard vide. Son apparence était maintenant beaucoup plus âgée que son âge réel. Ses cheveux, autrefois épais et noirs, étaient maintenant grisonnants et clairsemés dans certaines zones. La peau de son visage était usée par le soleil, et ses dents étaient jaunies à force de fumer trop pour soulager le stress. Il portait un t-shirt politique délavé et un short usé. Devant lui se trouvait une tasse de café noir à queue et un beignet froid, le seul petit déjeuner qu'il pouvait se permettre avant de retourner à son travail de chargement de légumes. Le bruit du marché et les cris des marchands sonnaient comme la musique de fond de sa vie morose. L'attention de Romélo se tourna vers l'extérieur lorsque le propriétaire du café augmenta le volume d'un vieux téléviseur à tube placé sur une étagère poussiéreuse. Les nouvelles du matin diffusaient un reportage spécial présentant une femme d'affaires inspirante qui avait triomphé sur le marché mondial. Le cœur de Romélo sembla s'arrêter lorsqu'il vit le visage qui apparut à l'écran. C'était Aziza, mais l'Aziza qu'il voyait à la télévision était très différente de celle qu'il connaissait. Elle était si élégante, digne et radieuse, avec une aura de vrai bonheur. Aziza était interviewée sur le patio d'une maison de luxe, beaucoup plus grande que l'ancienne maison de Monsieur King, entourée d'un magnifique jardin de fleurs. La caméra se concentra sur la silhouette debout à côté d'Aziza, un bel homme avec un sourire gentil et un regard tendre tenant un adorable bambin dans ses bras. C'était le nouveau mari d'Aziza, un architecte de renom connu pour être une personne religieuse et très familiale. Dans l'interview, Aziza, avec des yeux brillants, dit que son succès était dû aux prières et au soutien de son mari actuel, qui la traitait toujours comme une reine et ne demandait rien de plus que leur bonheur ensemble. Aziza mentionna également que, en signe de dévotion de son passé sombre, elle venait de créer une fondation sociale pour aider les femmes souffrant d'abandon familial. Dans cette histoire de succès, le nom de Romélo ne fut pas mentionné une seule fois. Pour Aziza, Romélo avait été complètement effacé de l'histoire. Il n'était rien de plus qu'une petite pierre qu'il avait fait trébucher avant qu'elle ne puisse enfin courir à pleine vitesse. Romélo ressentit une immense pression dans sa poitrine, comme si un gros rocher lui écrasait les poumons. Il vit à quel point la vie d'Aziza était parfaite. Maintenant, il vit le véritable amour dans les yeux du nouveau mari, quelque chose que Romélo ne lui avait jamais donné, trop occupé à courir après la fierté de sa mère. Le regret le frappa comme une énorme vague frappant un rocher, mais cette fois la vague le noya. Romélo se souvint de Madame Corinne, qui était alitée depuis 1 an, paralysée dans leur appartement de location exigu après avoir subi un léger accident vasculaire cérébral. Sa mère, autrefois si arrogante, ne faisait maintenant que pleurer et délirer en rêve, passant sa vieillesse dans une couche pour adulte rarement changée en raison du manque d'argent et sans qu'aucun de ses amis de la haute société ne vienne lui rendre visite. Les mains tremblantes, Romélo laissa quelques pièces sur la table du café et se leva, laissant derrière lui le reportage télévisé qui montrait encore les rires joyeux de la petite famille d'Aziza. Il sortit dans l'agitation humide du marché et chargea de nouveau un lourd sac d'oignons sur ses épaules. Une légère bruine commença à tomber, cachant les larmes qui coulaient enfin sur les joues de Romélo. Il réalisa que la punition la plus dure n'était pas la pauvreté, mais la conscience qu'il avait autrefois tenu un diamant dans ses mains mais qu'il l'avait jeté pour une pierre qu'il pensait être de l'or. Maintenant,
Il devait passer le reste de sa vie à regarder le bonheur de quelqu'un d'autre de loin tout en tournant en rond dans le labyrinthe d'un regret sans fin. Son histoire se termina avec une justice parfaitement écrite par le destin. Avez-vous aimé l'histoire et de quelle ville écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci afin que je puisse continuer à vous apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre précieux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. Sur l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie avec amour et respect.